est-ce que vous êtes enthousiaste pour la session de cet après-midi? Tout commence là déjà. Où vous vous dites, on a tellement mangé que on attend qu'on nous oublie pour faire une petite sieste. C'est quoi l'état? Vous êtes plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Down. Levez la main. Sur les réseaux, vous savez faire ça. La salle là. Levez bien. Qui a beaucoup de choses à dire sur le futur du leadership pour la santé climatique en Afrique? Allô. Qui a beaucoup de choses à dire sur ça? Tu es prêt? Donc oui. Je vous cède à mon collègue Chernongo. Merci beaucoup. Est-ce que les panélistes peuvent s'approcher? On applaudit très fort. Alors, on appelle c'est le professeur Chermbou, directeur du Centre de suivi écologique, qui sera avec nous en ligne, le docteur Kodou Badiane du ministère de la Santé, Ndiaïdia de l'Institut des algorithmes du Sénégal qui sera en ligne, le docteur Suzanne Kiwanouka. Merci. De la School of Public Health de Uganda. Monsieur Salif Mangan, Senior Leadership Fellow. Et enfin, Madame Islah Boutahar du Maroc. Chanongo. Merci beaucoup sous vos applaudissements, nos panélistes qui nous viennent d'un peu partout dans le monde. Donc nous allons aborder aujourd'hui la complexité, l'avenir du leadership en santé climatique en Afrique. Je vais laisser le soin à nos panélistes, dans un tour de table, de se présenter, de parler de leur domaine de compétences, avant que nous revenions maintenant sur le sujet. Madame, vous souhaitez commencer? Bonjour l'assistance, merci. Allez-y. Merci beaucoup, merci monsieur. Bonjour tout le monde, je suis Dr Kodou Badiane Mané. Je suis le point focal santé et environnement au niveau de la Direction générale de la santé, du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Donc, je coordonne le plan national d'adaptation du secteur de la santé face au changement climatique. Merci. Ça va être en anglais. Ça vous arrange, j'espère. Hein? En anglais. Eh bien, super. Okay, before I start, before I begin, I would take a moment and extend my heartfelt gratitude and thanks to the President of Galien Forum, Madame Awamari Kolsek, whose leadership and vision have been instrumental in bringing all of us together today. I consider today is a meeting boulevard where seniors and you young people have the chance to see experts. We will share experiences, expertise, success stories, and why not failure stories as well, from which we can learn and move forward. Who am I? My name is Islah Boutahar. I am Administrative Executive at the Academy of Education and Training in the region of Marrakesh, Safi in Morocco. I am also a member of School Health Unit. I am coordinator and team lead of social program, which is called Social Inclusion and Equities of People with Disabilities, with the ACA, which is the American Cultural Association, that was created by the US Embassy in Morocco. Thanks. Le leadership que je vous demande de bien vouloir applaudir. Merci Paul.
Merci bien. Docteur Suzanne, vous avez la parole. Good afternoon, everyone. My name is Suzanne Kiwanuka. I am a senior lecturer at Makerere University School of Public Health, where I have been working for about 18 years. My area of interest is health systems, particularly systems resilience. And I'm also particularly interested in policy as well as leadership. So this is a good place to be. And I also extend my warm thanks to Professor Maria Wasek for giving us the opportunity to raise voices around these very important issues. Thank you very much. Je laisse la parole à Monsieur Paul Lalvani. Thank you very much. Good afternoon, everybody. Good afternoon. Thank you so much. So this is my 7th year to come back to the Gallian Forum. And of course, people get younger and brighter each year, right? All the youth that's over here. It's wonderful to see everyone. My background, as you can guess, I'm originally from India, but I grew up in Nigeria, and then I studied in the US and Europe. My work has been in both developed and developing countries. I joined the UN for many years, where I led the work on access to medicines. So that's linked with procurement, supply chain, access to quality assurance, medicines. I then worked for a donor organization where we had lots of funding, but the countries did not have the capacity to use that funding effectively. So after leaving the UN, I launched an institute for building capacity and training of youth and working professionals. So we train healthcare professionals in various topics, from digital health to access to medicines, procurement, supply chain, and leadership. So that's my background, and I'll talk more about that later on. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul. Est-ce que nous avons nos participants en ligne qui sont connectés? Quelqu'un veut prendre la parole pour les participants qui sont en ligne? Bonjour, bonsoir, vous me recevez? Bonsoir, oui. C'est bon, vous m'entendez? Allez-y. Oui, bonjour tout le monde, merci beaucoup. Donc, je commence d'abord par magnifier ce grand rendez-vous scientifique qui n'est plus à présenter. Donc, comme dit tout à l'heure, je pense que nous les jeunes, nous avons la chance d'avoir l'existence de tous ces écosystèmes dans lesquels nous pouvons apprendre et agir. Donc, moi, je m'appelle Ndiaye Dia, donc je suis ingénieur de recherche en intelligence artificielle et je suis également le cofondateur de l'Institut des algorithmes du Sénégal. Donc, institut au sein duquel nous menons des activités de formation, de recherche-développement autour des technologies de l'intelligence artificielle et de leurs algorithmes appliqués à différents secteurs d'activité tels que la santé, tels que l'éducation, etc., etc. Donc, c'est un grand plaisir d'être ici aujourd'hui et de pouvoir faire une prise de parole pour un peu participer aux réflexions qui sont posées. Merci. Merci beaucoup, professeur. Est-ce que nous allons passer sans transition à M. Mangane? Est-ce que M. Mangane est connecté avec nous? Non, pas encore? D'accord, il va certainement nous rejoindre. Qu'en est-il réellement aujourd'hui de la problématique de l'Afrique face à tous ces problèmes de santé, mais particulièrement le changement climatique, qui au début était considéré comme une simple promenade de santé, mais qui tend de plus en plus à être une réalité. Nous attendons de nos experts, je pense, deux aspects qui sont les plus importants. Les défis, premièrement, et les opportunités à venir. Je vais demander, pour commencer à Dr Kodou, quels sont réellement les défis et quelle analyse est-ce que vous en faites? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, tout d'abord, permettez-moi de remercier professeur Eva Maricol et l'ensemble donc des organisateurs de ce forum
pour l'invitation qu'ils nous ont adressée pour venir ici représenter le ministère de la Santé et parler un peu de l'action climatique dans le secteur de la santé. Les défis en matière de changement climatique et santé sont nombreux. Nul doute que les changements climatiques impactent fortement la santé des populations. Que maintenant, on en a tellement parlé que les consciences sont éveillées. Cependant, il y a beaucoup de chemin à faire. Nous avons des défis importants en matière de gouvernance, climat et santé, ce qui suscite donc appelle un fort leadership. L'action climatique doit être intégrée dans nos politiques et dans nos initiatives. Donc, je dis non, c'est-à-dire dans le secteur de la santé. Pour cela, donc, il s'avère important de mettre en place, de renforcer le cadre de gouvernance, renforcer, éveiller les consciences, notamment des acteurs de la santé, mais aussi de la population, ce qui appelle donc un fort besoin en information et en formation. Nous avons aussi des défis liés aux données. Quand on parle du secteur de la santé, on pense forcément à l'information sanitaire, donc besoin de données probantes. Et ce sont ces données probantes-là qui doivent guider nos politiques, orienter donc la prise de décision. Nous avons aussi un défi de financement, parce que toutes les actions qui seront entreprises auront besoin nécessairement donc d'être financées, qui constitue un grand challenge pour le secteur donc d'adaptation, surtout au changement climatique. Nous avons aussi donc, il y a aussi le défi donc qui est lié à la multisectorialité. Donc le secteur de la santé ne peut pas seulement aller pour faire face aux effets attendus du changement climatique sur la santé. Il faut qu'il y ait une collaboration multisectorielle et une synergie des actions entre les différents secteurs, parce que la santé est au milieu de toutes les interventions et au milieu de tous les défis, mais aussi au milieu de tous les impacts que les changements climatiques vont entraîner. De réflexion. Merci beaucoup. Paul, vous avez dirigé des programmes au niveau mondial. Vous avez même parlé de l'incapacité de certaines structures au pays à adopter, à absorber des fonds que les ont donnés. Et pour ça, vous avez préféré vous retourner chez les jeunes. Est-ce que c'est parce que vous voyez qu'il y a des perspectives ou est-ce que vous voyez qu'il y a une opportunité? Quelle est la place du leadership de ces jeunes sur ces défis du changement climatique sur la santé en Afrique? Thank you very much for your question. And thank you very much for your question. The role of youth in climate health. Could I just ask first how many doctors we have in the room, or those who are studying medicine? Could you just show me your hands? And how many are studying pharmacy? Pharmacy? Okay. All right. How many of you have heard of Greta Thunberg? Greta Thunberg. How many of you have heard of her? Very few. So the question was about youth and climate, or youth and climate health. So Greta Thunberg, at the age of 15, she's a Swedish young girl, she's 21 years old now, decided that the focus of this entire universe, of this entire world, was all wrong, and that she needed to do something as a single girl in Sweden, and decided to go on a school strike. She would not go to school for 1 day a week. And that action became a worldwide movement over the next 1 to 2 years, when she was still only 15, 16 years old. She then spoke at the UN General Assembly, addressing the heads of state, telling them
this young girl telling the world leaders how they had failed the youth and how they had stolen the hope and future for the youth for the next 60, 70 years. And there's a fantastic speech you will find on YouTube about how she says it. And she starts off by saying, telling the world leaders, how dare you? How dare you steal our dreams and hope? Right? So what can youth do? Youth can do a lot. That's just one example, and there are many others. And we know that climate is a real threat, a real existential threat. Many of you have experienced personally landslides or heat waves or floodings. So we know that this is happening. So the question is, what can we do? And as youth, there are three, from my point of view, what I suggest for you are there are three specific actions to take. The first one is on knowledge and learning. You'll be graduating, let's say this year or next year, many of you. And in 3 to 4 years, you will be obsolete. You will be outdated. Because information is doubling every year. Which means in 3 to 4 years, there'll be so much information, new information in your field, that you would not know what is happening. So unless you are learning every day, you are moving backwards. So knowledge and learning is absolutely critical. The second part is actually then to act on it, taking specific actions after you've learned it, at the local level, at the national level, and at the international level. And this forum that you have, connecting with all these individuals from other countries, and the global leaders, many of whom here are Nobel laureates, incredible individuals, ministers of health who are working at the global level, not just at their country level, advisors, commission, chairs of various commissions. Engaging with them is an incredible opportunity. And the third one, is advocacy. Speak up. Your voice has to be heard. Speak up within your school, within your university, within your association, and at the global level. Find a voice, find a platform to do that. And you heard earlier from one of the speakers, don't be siloed. Don't just think of medicine. Don't just think of pharmacy. You need digital, you need technology, you need climate, you need meteorology. You need to understand all of the different sectors to really be effective. Thank you so much. Professeur Suzanne, bonsoir. Vous êtes spécialiste en matière de santé à l'Université de l'Ouganda. Comment est-ce qu'aujourd'hui, dans le système éducatif, cette problématique est prise en charge? Est-ce qu'il y a aussi un engouement des jeunes à s'intéresser à la problématique du changement climatique? Thank you very much. I'm actually excited for the youth because they have been given platforms some of us never received in our time.
they have the opportunity to raise their voice on important issues. They have the opportunity to come to the table and bring their brilliant ideas. I can tell you that my son can handle my phone in ways I never dreamed were possible. He just grabs it and makes it do things. So I'm happy for the youth having the opportunity to be at the table. And I can tell you from what I can see that the youth are bringing on board ideas which will move the world forward if given the opportunity, because they change the way we think, the way we've traditionally thought, the ways that have been handed over. So in academia, they are now being given platforms to innovate. Even within the workplace, they are given opportunities to actually innovate and bring ideas of how we can improve health. They are given ideas, opportunities to go out into the community and influence the communities, the way they do things. These are all different ways of working, which we never thought possible before. And I'm glad that the youth are being inspired to actually make a contribution. When I was growing up, we couldn't say much when the elders were in the room. Right now, the youth are actually saying their thing and owning it. So in academia, I can confidently say, that the youth have been given the mic and the pen and the computer, and they are using them well. But how can we help them? I think we need to help the youth to realize that the world is no longer a village. Oh, maybe I could say the world is now a village. Everyone is interconnected to the other. The problems we experience in health are coming from the economy, industrialization, urbanization, transport. All of these end up in the health sector. So the youth need to realize that things are so interconnected that any solution in one part will create some challenges in the other. They need to realize that they need to work together in health, in systems, and even in the communities. So while we empower the youth in academia, we shouldn't forget the youth in the communities. That is what I have to say. Thank you. Merci beaucoup. Plaisir de vous entendre, Dr Sizane. Très, très pertinent votre approche. Bravo. Je viens maintenant parler à Madame Islar Boutahar, l'épouse de mon grand ami ici présent, professeur Chouli du Maroc. Professeur Chouli, que tout le monde, levez-vous. Bonjour, professeur Chouli, qu'on applaudit très, 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 très fort. Merci, professeur. Alors, docteur, le Maroc a connu un épisode très, très, très difficile en termes de changement climatique. Et Sa Majesté avait pris une décision très fort courageuse qui avait un peu secoué le monde dans sa décision de laisser la confiance aux intellectuels, aux hommes marocains, de répondre à cette situation qui a été très, très, très catastrophique. Quelles ont été les leçons apprises? Quel a été le génie, les leçons apprises du génie marocain de faire face à ces défis et de proposer des solutions, et on en a vu l'efficacité? Thank you for it's very good question. We all, whenever there is adversity that strikes, we always think of ourselves. People, we think we have no impairment. I'll answer the question, but I have to go through this. There are some people who are on the side, people with disabilities, all kind of disabilities. Throughout my time as a team lead of social program, which is social inclusion and equities for people with disabilities, it is very interesting and challenging, because I feel like it's a kind of a new frontier that is opened every time. When you talk about disasters, adversity that strikes abruptly, marginalized people with disabilities are out of the box.
In Morocco, we have developed many programs specific to people with disabilities, including people with visual impairments. Now, in Morocco, we have applications, weather applications that can tell you that there is a problem coming, weather is changing. As sighted people, we can see the sky which turns from blue to gray, but for a, let's say, a blind person, he can't see it. There are apps. We have specific programs at school, okay, that helps the visually impaired people get the information and go upper the education and get an employment, okay? So for people with vision impairment and people with disabilities, it's changing in Morocco, thanks of course to the policy, and they are now part of the decision making, and they are in the forefront of decision making in Morocco. At schools now, in many schools around Morocco, there is special programs with specific pedagogical equipment that helps people with disabilities, and I'm talking especially about visually impaired people because we have specific programs that are growing day after day that helps we have different ages starting from primary school upper to the higher education that helps these people get the information, get into the social life, and realize kind of social justice among others. Thank you. Merci beaucoup, merci beaucoup. Est-ce que M. Dia est en ligne? Monsieur Ndiaye, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Il y a des années de cela, je vais dire avec exactitude, des experts avaient prédit que la Corne de l'Afrique allait subir des bouleversements, qu'il y aura de la famine et qu'une partie de l'Afghanistan serait inondée. Des précisions exactes de ce genre, nous en avons vu beaucoup au fil du temps, mais elles n'ont pas du tout été prises en considération par les acteurs politiques. Aujourd'hui, en Afrique, M. Dia, avec tout ce que vous faites sur le plan scientifique en termes d'algorithmes, est-ce qu'il y a des prévisions en cours? Est-ce que vous êtes écouté quand vous alertez sur des questions de danger? Et en termes de défis, quel est l'état des lieux actuel de la situation et l'impact et le rôle de vos recherches et sciences que vous maîtrisez dans le domaine du changement climatique et de son impact sur la santé en Afrique? Merci beaucoup pour cette question. Donc, j'ai saisi d'abord l'occasion pour saluer mes copanélistes. Je pense qu'ils ont tous souligné le fait qu'aujourd'hui, les crises climatiques et environnementales constituent vraiment un défi majeur dans le monde, donc qui traverse les frontières internationales. Et donc, l'Afrique, bien sûr, n'est pas en reste. Je pense qu'au Sénégal, on est actuellement en train de traverser une période d'actualité autour du réchauffement climatique et autour de ses conséquences, avec le déversement des eaux du fleuve Sénégal dans certaines zones de Bakel et de Kidira. Donc je profite de l'occasion d'ailleurs pour exprimer toute ma compassion aux populations de ces zones. Donc ça, il faut comprendre que c'est une conséquence du phénomène de réchauffement climatique aujourd'hui. Maintenant, il faut bien sûr agir. Et pour agir, il faut trouver des solutions. Et il faut que les solutions également soient des solutions bien réfléchies, des solutions qui émanent d'une action collective bien réfléchie. Donc, je vais d'abord partager quelques défis que nous avons, je pense, en Afrique et particulièrement au Sénégal, pour pouvoir faire l'usage des technologies de l'intelligence artificielle et algorithmique afin de répondre à des défis autour du réchauffement climatique. Donc, parmi ces défis-là, je pense qu'il y en a 4 que je voudrais partager ici. Le premier, quand on parle d'utiliser les algorithmes et les technologies d'intelligence artificielle, il faut d'abord s'assurer qu'il y a un cadre, un écosystème avec des réglementations très bien définies. Ensuite, le deuxième défi, c'est autour de l'accessibilité des données. Parce que
lorsqu'on n'a pas de données, on ne peut pas bien sûr développer des modèles d'intelligence artificielle qui puissent servir à quelque chose, et en l'occurrence qui puissent répondre à des problématiques autour du réchauffement climatique. Donc il faut s'assurer qu'on ait des infrastructures, qu'on ait des processus qui nous permettent non seulement de collecter des données, de les stocker, et de pouvoir les partager avec les communautés d'ingénieurs, les communautés de chercheurs, pour que ces dernières-là puissent bien sûr en faire usage pour développer des modèles d'intelligence artificielle qui répondent à des problématiques sur le réchauffement climatique. Ensuite, le troisième défi, c'est la définition des cas d'usage. Donc typiquement aujourd'hui, avec l'IA, on peut faire beaucoup de choses sur différents secteurs, mais lorsqu'on va attaquer les problématiques autour du climat, autour des réchauffements climatiques, quelle que soit la zone, quel que soit le pays ou le continent, il faut très clairement définir d'abord les cas d'usage. Comment on voudrait implémenter ces technologies d'intelligence artificielle et quelles solutions on voudrait mettre en œuvre pour répondre à telle problématique autour du réchauffement climatique. Et le dernier défi, bien sûr, ce serait de s'assurer de bien former. Donc, former encore et encore. Et je pense que l'initiative dans laquelle on participe aujourd'hui participe beaucoup à ce processus de formation et de partage de connaissances. Donc, être sûr qu'on a vraiment une masse critique de jeunes qui sont très bien formés, d'ingénieurs qui sont très bien formés pour relever les défis d'un développement utile et responsable de l'IA au service de la lutte contre le réchauffement climatique, à travers des outils qui seront mis en place pour la sensibilisation, mais aussi des outils qui seront mis en place et qui seront déployés dans des entreprises pour que ces dernières-là puissent détecter les zones dans lesquelles on peut mener des campagnes de reboisement, parce que dans ces zones-là, on a bien sûr de vastes campagnes de déforestation et on a carrément besoin d'y mener des activités de reboisement. Donc ça, c'est quelques défis que je voudrais partager. Et bien sûr, après ces défis-là, si on y trouve des solutions, il faudra des collaborations fortes et surtout des collaborations multidisciplinaires. Et ça, c'est important parce que nous, quand on développe des modèles d'intelligence artificielle également, on met vraiment l'accent sur l'aspect pluridisciplinaire. Ce n'est pas uniquement les ingénieurs, les techniciens qui doivent vraiment se mettre au cœur du développement de ces outils-là. Si ces outils sont destinés à un usage pour lutter contre le réchauffement climatique, les utilisateurs finaux, on doit les consulter dès le début, dès même la phase de conception, pour qu'ils puissent également donner leurs avis, parce que ça va permettre d'avoir des outils qui répondent à des problématiques réelles, et surtout, après le développement de ces outils-là, qu'ils puissent être utilisés par une large échelle d'utilisateurs. Donc ça, c'est quelques éléments que je voulais partager d'abord sur le sujet. Et puis, encore une fois, je pense que nous, les jeunes, on a un grand rôle à jouer sur ça. Il faut d'abord chercher, bien sûr, les compétences. Et puis, comme partagé tout à l'heure, il faut également se faire entendre. Donc, bien sûr, à travers des forums dans lesquels on peut participer pour que les décideurs puissent entendre notre voix et également essayer d'appliquer des recommandations que nous émettons pour trouver des solutions collectives et surtout qui transcendent les générations. Merci beaucoup. Est-ce que nous avons professeur Chermao du Centre écologique en ligne qui n'est pas connecté? Non, d'accord. Est-ce que M. Salif Mangane est connecté? M. Mangane non plus n'est pas connecté. Nous allons faire circuler des micros à l'auditoire, n'est-ce pas? Qui a des questions à poser? Le public, des questions à poser? Monsieur Luganda. Yes, thank you. My name is Juma Said Tusubira from Uganda. My question goes to Paul, who used the example of Greta Thunberg, the young woman from Sweden. In Africa, I find that as young people, we would like to take small steps. However, it is very difficult for small steps to be given significance in Africa right now. So in our context, you know, you are trying to do something maybe about malaria or another challenge, but it is a small step, like maybe writing about it,
maybe on social media or something like that. I don't know, from your side, what would you maybe tell us as young people, especially when it comes to these small steps here? How do, because I don't know if Greta Thunberg was here, maybe she should do what she did in Europe. Thank you. Je propose que nous prenions une certaine série de questions avant de rendre la parole à l'auditoire. Merci de vous présenter. Professeur Lamrani de Marrakech, Maroc. On sait qu'il y a une grande diversité géographique en Afrique, une grande diversité climatique dans chaque pays, que ce soit le nord de l'Afrique ou le sud ou le centre de l'Afrique. Et l'expérience a montré que chaque pays doit avoir sa propre expérience pour impacter la jeunesse dans les conditions que nous connaissons au niveau climatique. Et donc, je voudrais, à travers les réponses de nos panélistes, savoir comment chaque pays choisit l'action qui pourrait apporter aux jeunes une démarche pour favoriser le climat pour leur intérêt futur, puisque les jeunes doivent réfléchir pour leur vie demain, puisque c'est eux qui vont vivre demain avec l'amplification de la désertification et l'implication de chaque pays. Donc, which specific experience and project for each country? Bravo, on l'applaudit très fort. Question très pertinente. On prend la cause des jeunes. Ici, ailleurs, oui, monsieur. Surtout, n'oubliez pas de bien vous présenter, vos pays et vos domaines de compétences. Merci. Bonsoir à tout le monde. Moi, je m'appelle Lamine Gaye. Donc, je suis interne à l'Institut de santé et développement de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Oui, tout à fait. Hein. J'aimerais rebondir un peu sur les solutions face aux défis du réchauffement climatique. Et parmi ces solutions, il y a le renforcement d'un système de santé résilient. Donc aujourd'hui, ma question, c'est est-ce qu'il ne faudrait pas revoir la performance de nos systèmes de santé? Surtout d'abord en termes d'information. Je pense que la première intervenante est revenue largement sur cela, sur l'obtention des données probantes. Aujourd'hui, notre système est en rétention. Donc le système de santé, en tout cas en ce qui concerne notre pays, est aveugle depuis presque 2 ans. Donc l'accès à l'information sanitaire, l'accès à des données probantes nous donne des indicateurs qui est d'accord indispensable pour la planification résiliente. Donc l'autre élément, c'est la couverture sanitaire universelle. Parce que si on veut avoir un système de santé résilient pour répondre aux problèmes, aux enjeux climatiques, il faudrait que les populations à chaque niveau puissent accéder à des soins de santé de qualité, sur le plan géographique, mais aussi sur le plan financier, sans barrière financière. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas retravailler encore la couverture sanitaire universelle, qui ne se limite pas tout simplement par des superpositions de mutuelles, je rappelle, et qui ne se limite pas tout simplement par des cartes, mais sur la dépense, le pourcentage de dépenses que la population effectue pour bénéficier des soins de qualité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, j'ai une question là-bas. Oui, allez-y. On va prendre 2 et on va arrêter. Allez-y. Pardon? Contribution, allez-y. C'est le bienvenu. Bonjour tout le monde. Je suis Aoma Cissé, ingénieur agronome. Et je fais actuellement ma thèse avec comme spécialisation agronomie et phytopathologie. Et c'est vraiment dommage que le professeur Mbow ne soit pas en ligne pour faire sa contribution. Peut-être que ce serait beaucoup plus exhaustif comme apport. Mais bon, je vais essayer.
C'est surtout l'approche multisectorielle qui m'a encouragée à prendre la parole, parce que je me dis que je suis l'une des rares agronomes dans la salle. Donc, pour le changement climatique, je me dis qu'il ne faudrait pas oublier que l'une des principales causes, ou bien la principale cause, c'est celle anthropique, donc celle de l'homme. Donc avec la pollution, les industries, on a également l'agriculture et particulièrement l'élevage. D'un autre côté, on a l'utilisation des produits chimiques qui impactent fortement la nappe. Donc, on prend l'exemple des Niayes, on a la nappe phréatique qui est grandement utilisée, que ce soit pour l'eau de boisson ou bien pour les besoins du quotidien. Donc, cette pollution-là va forcément impacter la santé des populations qui utilisent cette eau. En outre, les catastrophes naturelles impactent directement l'agriculture. On a l'exemple des inondations récentes, avec plusieurs hectares qui sont perdus, et de ce fait, des récoltes perdues et une nutrition des populations qui en dépendent aussi, qui est fortement atteinte. Un groupe a parlé tout à l'heure de la santé mentale, donc cela va forcément revenir dans ce cadre. À mon avis, les jeunes devraient avoir une démarche beaucoup plus responsable, on va dire, si on prend le côté leadership, parce que là, on a l'agrobusiness qui intéresse de plus en plus de jeunes. Donc là, à leur niveau, ils devraient voir comment améliorer cette agriculture-là, comment faire pour respecter les différentes directives qui sont énoncées. Je prends l'exemple des produits chimiques. Il y en a beaucoup qui sont utilisés actuellement dans la zone des Niayes et qui sont prohibés. Ce sont des matières actives qui sont interdites, que ce soit dans le monde en général ou bien tout simplement en Europe. Et là, ça réduit le champ pour ceux qui voudraient exporter des produits. Donc là, à mon avis, c'est le rôle que les jeunes devraient jouer dans le domaine agricole. Merci. Bonsoir à tous. Alors, je me nomme Yelena Favero, pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis sénégalaise et étudiante en médecine en 7e année à Euromed. Alors, la question que je me pose, c'est qu'est-ce qui empêche au niveau de nos contrées d'assurer la circulation des eaux usées? Parce que ça rend les rues sales, donc ça empiète sur l'hygiène des populations. Ma deuxième question aussi, c'est quelles seraient les solutions possibles pour pousser les populations à être plus conscientes de ne pas laisser les déchets par terre, tout ça, jeter les déchets sur le sol, dans les rues, au lieu de jeter dans les poubelles. Qu'est-ce qui fait que les gens soient aussi inconscients et quelles sont les solutions qu'on pourrait apporter pour pallier à ce problème? Merci beaucoup. Dernière intervention avant que je revienne aux panélistes. On va revenir. Allez-y. Bonjour à tous les panélistes. Je suis Flore Béalal. Je suis ici en couverture pour le réseau des médias africains pour la promotion de la santé de l'environnement. Je suis également journaliste camerounaise et je fais une thèse sur le développement durable. Ma première question s'adresse à l'ensemble des panélistes. Je pense que le plus sensible y trouvera intérêt. Après les avoir écoutés, je suis quand même restée sur ma faim. La question est de savoir comment est-ce que le leadership des jeunes peut-il s'exercer pour catalyser la santé et face aux crises climatiques, et comment est-ce que la combinaison de ce leadership et de l'intelligence artificielle peut-elle catalyser ces actions sanitaires? Ensuite, je voudrais savoir, la deuxième question s'adresse à, je m'excuse parce que son nom ne me revient pas, c'est Madame Isla. La toute première intervenante. Docteur Kodou. Docteur Kodou, voilà, oui, qui a abordé la question de la gouvernance pour savoir si dans les stratégies nationales de développement en Afrique, les cadres sont-ils propices pour permettre aux jeunes d'exercer leur leadership en matière de santé et de changement climatique? Parce que ce qu'on observe habituellement, c'est que les jeunes sont exclus. Les stratégies nationales de développement
sont élaborés de façon exclusive, de manière à ce que les jeunes soient simplement ceux qui assument, ceux qui subissent les stratégies qui sont développées par d'autres. Alors, est-ce que les cadres de développement de ces stratégies peuvent être propices à ce que les jeunes puissent exercer leur leadership en matière de changement climatique et de santé? Merci, merci. Je vous remercie. J'étais sur le point d'arrêter, mais j'ai deux demandes. Si vous me promettez de ne pas dépasser 1 minute, je vous donne la parole. Allez-y, 1 minute. Bonsoir, chers panélistes. Moi, c'est M. Mbaye Diop. Je suis étudiant en 5e année à l'Université de Thiès en santé publique et spécialité nutrition. Je voudrais poser la question à savoir quelles sont les synergies d'action, qu'ils soient au niveau régional ou sous-régional, qu'on peut mettre en œuvre vraiment pour faire face aux défis liés à l'insécurité alimentaire au niveau de l'Afrique. Parce que je trouve que l'Afrique a beaucoup de terres arables, mais malheureusement, presque tous les pays africains presque font de l'importation pour la nourriture. Donc comment nous pouvons faire ensemble vraiment pour être le grenier, je ne dirais pas de l'Afrique, mais le grenier mondial en termes de sécurité alimentaire. Merci. Merci beaucoup. Rapidement, je nomme. Dernière intervention. Merci beaucoup. Moi, c'est Otniel Conli. Je suis médecin togolais à l'université de Thiès, Iba Der Thiam. Alors, je commencerai par remercier les organisateurs pour le leadership qu'ils veulent développer en nous, jeunes. Et je m'adresse maintenant aux organisateurs, les gens qui ont l'expérience dans le domaine du ministère de la Santé. Concernant ces thèmes, voyons ces thèmes que nous proposons, à savoir la pollution de l'air, à savoir l'impact de la sécheresse sur la malnutrition chez les enfants. Quelle méthode ces aînés-là, les gens qui ont eu l'expérience-là, d'autant plus qu'il y a les agronomes qui sont là, les gens d'intelligence artificielle, les médecins qui sont là, quelle méthode vous nous proposez? D'autant plus qu'on utilise les voitures, les usines qui sont là pour polluer l'environnement. Qu'est-ce que vous nous proposez? Merci beaucoup. Allez-y. Et pour cette fois-ci, c'est vraiment la dernière question. Après, ce sera. Good afternoon, panelists, the young researchers and all experts in the hall. My name is Timothy Ola. I'm a journalist from Nigeria and the coordinator of Remapsin in my country. My question is simply goes to Mr. Paul. You spoke about, the role you expect the youth, researchers, innovators, inventionists to play in this critical challenge that we find ourselves in Africa. I want to ask you, in most West African nations, Nigeria, Niger, and some sub-Saharan African nations, we've been experiencing extreme, devastating floodings. And of course, the youth researchers too are also involved. For instance, in my country, a very big hospital was extremely flooded. Machines running to millions of dollars were submerged. Now, what do you expect the youth to do in this regard, especially the warning against the backdrop that government authorities failed to react when there were warnings about the coming floodings? Thank you. Dernière intervention. Allez-y, mademoiselle. Good afternoon. Thank you very much for the presentation. I would like to ask concerning waste management and disposal, because this is very concerning and also contributes a lot to pollution. So when we try to dump it somewhere, it destroys the land. If you burn, it destroys the air or causes air pollution. And we know that when waste is not properly managed, can lead to a lot of diseases, can also lead to flooding, like someone has said, because if you put waste in a place and drainage is blocked,
it causes flooding. So I wanted to ask, like, how do we sustainably manage waste? Because I know this is not a problem just for African countries, but even in developed world, managing waste is a critical problem because everybody everywhere generates waste every day. So how do we manage waste properly in the world? Thank you. Waouh, waouh, waouh. Que de très bonnes questions. Je vous demande de vous applaudir. Je vais commencer par les dames. Docteur Islar, avez-vous des éléments de réponse sur des questions qui concernent vos domaines de compétences? When we talk about climate change and climate change conditions, well, since I am a team lead of social programs which take care of inclusion, social inclusion and equity, I will find myself always talking about specific category of people who are people with disabilities. When we talk about all these challenges, all the questions you just asked, we're thinking about ourselves, right? Now, we think about ourselves and we face challenges, let alone people with disabilities. Now, a solution to encounter these situations, as young people, I think you have the power to go outside and outreach to communities outside, to educate the public, to raise awareness about the danger of climate change. I think we should never think that it's never going to happen to us or to you or to me. Climate change is a reality today, and we are all responsible about it. So I think as young, the youth, you are the future leader of tomorrow. You have a very powerful tool to use, which is going outside, try to change things, contribute at least from your own perspective. You are doing something, another person is doing maybe the same thing. Now let's connect, let's look for network. Networking is so important. You can contribute through civil society, through NGOs. You can change reality via maybe internet. You are so skillful with social media. You can speak out your opinion. Young people, we all started at your age. Like 20 years ago, I started as a coordinator of a program. I didn't know what to do. And I didn't know that people need me and need young people to change things. You have the ability, you have the information, you have access to information, which was not the case years ago. You have experts surrounding you. So I think community service outreach is something very, very crucial to help raise the awareness of the public and look for networking. And I think that's so crucial. Thank you. Thank you very much. I don't know which question to answer, but I'm particularly interested in the question on waste management and disposal, because we recently had a disaster in my country where a landfill actually collapsed, killing about 24 people. So our waste management approaches in Africa have always been landfill. Take it somewhere, dump it. We somehow expect this garbage to disappear after it has been dumped. But we are learning that we need to deal with this. We need to actually get into the garbage. Africa needs to realize that garbage is actually very useful. The countries which have been able to manage garbage have introduced other approaches to waste management beyond landfill, because the land will get filled.
recycling and using it for energy generation, decomposing and using it for manure, recycling paper for toilet paper, newspapers. We need to think beyond what we have gotten accustomed to. And what do the youth have to do? You know, the youth have minds which are not as static as some of us. You're still plastic. You're able to think beyond what we have gotten accustomed to. So how can we use garbage better? Garbage has so many uses if we look into it. So that is my first. I will allow others to answer. César, merci quand même pour cette grande humilité. Je vais revenir à Dr Kodou Badiane. Docteur, il y a beaucoup de questions qui nous interpellent, particulièrement à Dakar. Ce matin, des jeunes ont présenté l'état des lieux de la pollution de Dakar. C'était vraiment effroyable. Merci beaucoup. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de questions qui nous interpellent en tant qu'acteurs du système de santé national. J'ai bien aimé quand même la contribution du collègue de l'ISED, qui est très pertinente, qui est relative au contexte actuel de rétention de l'information sanitaire que nous vivons depuis, il l'a dit, depuis presque plus de 2 ans, et que malheureusement c'est une situation qui se répète, qui perdure et qui plombe tout ce qui se fait dans le secteur de la santé. Donc là, nous sommes actuellement en mode aveugle, il l'a dit. Le système ne peut pas fonctionner sans données, sans information sanitaire. Et j'espère que les autorités travaillent dans le sens de diminuer un peu la situation. Mais c'est vrai que les données probantes vont au-delà de l'information de routine. Nous avons vraiment besoin de miser sur la recherche. La recherche, donc, en termes de ressources humaines. Donc, de miser sur les ressources humaines, mais aussi sur le financement de la recherche. Parce qu'en fait, il faudrait qu'on travaille sur la relation entre le climat et la santé pour avoir des données, des informations très précises qui peuvent guider, nous permettre donc d'identifier les effets des changements climatiques sur la santé et ne pas seulement nous baser sur du ressenti ou sur des projections. Donc ça, c'est un véritable défi qui n'est pas seulement un défi national, mais à l'échelle mondiale, donc qui interpelle tout le monde. La nécessité donc de vraiment, surtout vous chercheurs, des instituts comme l'ISED, comme les autres instituts universitaires qui doivent collaborer avec la gouvernance du système de santé pour pouvoir travailler ensemble et aider donc les politiques à pouvoir orienter donc les décisions. Effectivement, donc tout ça contribue à bâtir le système de santé résilient au changement climatique qui ne peut pas se faire sans la couverture sanitaire universelle. La couverture sanitaire universelle, comme son nom l'appelle, c'est-à-dire que tout le monde ait accès donc de façon équitable à des soins de santé de qualité, sans aucune forme d'exclusion. Et ça, donc, on ne peut pas être résilient au changement climatique sans pour autant accéder à des soins de qualité, avoir des infrastructures résilientes qui peuvent fournir des soins de qualité à temps voulu. Prenez l'exemple de ce qui se passe actuellement chez nous, au nord-est du pays. Bakel qui est où une partie est complètement submergée par les eaux, où les infrastructures de santé sont pratiquement inexistantes, donc l'accès aux soins n'est pratiquement plus possible à ces personnes qui pourtant en ont plus que besoin. Parce qu'en fait, il faudrait que le système de santé puisse être debout quand un choc climatique se produise, que le système de santé puisse être debout pour que les personnes qui vivent dans des localités qui sont affectées puissent
se relever, donc ne pas subir de plein fouet ces impacts, mais puis s'en relever. Donc vous avez parfaitement raison sur la couverture sanitaire la résilience aux effets climatiques donc permettent d'accéder donc à cette couverture sanitaire universelle. Et ça, nous en avons beaucoup pris acte dans le cadre donc, du plan national d'adaptation du secteur de la santé qu'on est en train de bâtir. Bon, pour le leadership, les autres ont déjà parlé de ça, mes collègues. Maintenant, il y a quelqu'un qui a abordé la question de la pollution. Je n'ai pas trop saisi, mais j'ai cru comprendre que c'était de savoir quelles sont les actions qui sont identifiées ou qui sont mises en place ou qu'on est en train de faire pour faire face à la pollution, pour contrer les effets de la pollution. Si ce n'est pas ça, l'intervenant peut toujours préciser sa question. Bonjour, docteur. Je vais préciser ma question. En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a en effet des mesures de sensibilisation qui sont mises en place, mais malgré ça, il n'y a pas vraiment d'amélioration de la situation. Donc, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce qu'on pourrait proposer en plus de ce qui est déjà sur place pour pouvoir encourager les gens à encore plus mettre les déchets à la poubelle au lieu de les laisser par terre. Merci. Ah d'accord, ça c'est pour... Vous êtes intervenu sur la question de la gestion des déchets. Voilà, donc pour la gestion des déchets, je crois qu'il y a l'autre co-panéliste qui a déjà répondu. Mais il y a quelqu'un qui a posé une question sur la pollution de l'air. Bon, c'est un petit... Bon, n'empêche, je vais essayer donc de parler très brièvement de ce qui se fait en matière de gestion de la pollution. Parce que là, nous avons, au Sénégal, nous avons le ministère de la Santé, en collaboration avec le ministère de l'Environnement et des spécialistes de la question, on travaille sur une sorte d'alerte précoce au pic de pollution. Donc, il y a un bulletin de la qualité de l'air qui est produit par l'Observatoire de la qualité de l'air du ministère de l'Environnement, et ce bulletin-là est repris en cas de pic de pollution, ou notamment quand il y a les vagues de poussière qui nous viennent du Sahara, qui entraînent donc qui élèvent le niveau de pollution. Les spécialistes se basent sur les prévisions, parce que le ministère de l'Environnement travaille aussi avec l'ANACIM pour produire l'indice de la qualité de l'air. Et les spécialistes donc prennent ces informations-là pour essayer de sensibiliser les personnes les plus vulnérables à cette pollution. C'est à l'image de ce que nous faisons pour l'alerte aussi sur les vagues de chaleur. Donc quand il y a de fortes températures aussi, le ministère de la Santé a développé avec le ministère de l'Environnement, avec l'ANACIM, la météo, mais aussi le centre de suivi écologique en relation avec la Croix-Rouge, nous avons mis en place un système d'alerte précoce aux vagues de chaleur. Donc c'est un bulletin qui est produit de façon hebdomadaire sur la période de mars à juin, où c'est la période qui est réputée la plus chaude de l'année au Sénégal, où on note des pics de température qui dépassent la normale dans certaines localités. Et donc ce bulletin est coproduit hebdomadairement sur la base des prévisions météorologiques. Donc quand il y a la carte des risques de fortes températures, le ministère de la Santé avec le centre de suivi écologique dresse la carte des vulnérabilités, des effets sanitaires. Et donc il y a des messages de sensibilisation qui sont adjoints sur le bulletin. Vous dire que attention, dans telle localité, pour tel jour, il y a une
prévision de forte chaleur, donc les personnes vulnérables, que sont les enfants, les femmes en état de grossesse, les personnes âgées, les personnes vivant avec un handicap, etc. Donc que ces personnes-là puissent prendre des précautions, mais aussi que le système des acteurs de la santé puisse être préparé à accompagner ces personnes-là dans la prévention, mais aussi dans la prise en charge, parce que nous connaissons un peu l'effet de la forte chaleur sur la santé des populations, surtout les personnes qui vivent avec des comorbidités. Et donc c'est sur ce modèle-là aussi que l'alerte à la pollution s'est fait, mais sauf que la qualité de l'air intéresse pour le moment que Dakar. Donc l'observatoire se limite seulement dans la capitale dakaroise, alors que le système d'alerte précoce aux vagues de chaleur, c'est pour l'étendue du territoire. Donc tout ça sont des actions qu'on est en train qu'on a testées, qu'on est en train de développer. Et aussi nous travaillons pour essayer donc de développer des systèmes d'alerte précoce à tous les phénomènes météorologiques extrêmes. Pour le moment. Merci. Merci beaucoup, Dr Kodou. Je suis même tenté de poser des questions, mais nous allons gérer le temps. Est-ce que M. Ndiaye est connecté avec nous? M. Ndiaye? M. Dia, vous avez été interpellé certainement sur certaines questions. Je vous laisse la parole. Répondre à ces trois questions, donc celle sur le système de santé résilient, celle sur l'adaptation locale, donc les besoins spécifiques à chaque pays, et la question sur leadership des jeunes et intelligence artificielle pour mettre en œuvre des solutions qui sont collectives, mais également qui arrivent à répondre à des problématiques spécifiques. Donc, je vais donner un exemple de projet sur lequel on travaille, qui est vraiment un projet ouvert dans une optique ouverte et qui est un projet de recherche porté par l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar. Donc, projet sur lequel je suis le lead du département intelligence artificielle. Donc, c'est le projet AI for Déclic SN. Et je vais citer ce projet-là parce que ça va me permettre aussi de répondre à la question sur les besoins spécifiques du Sénégal, mais également à la question sur la résilience du système de santé. Donc, ce projet-là, il consiste à faire usage aux technologies de l'intelligence artificielle pour mettre en place un système de early detection and early warning. Donc, un système qui permettrait au système sanitaire, un système d'intelligence artificielle qui permet au système sanitaire donc, de pouvoir détecter de manière précoce les maladies, donc que ce soit des épidémies ou bien autre chose, et de pouvoir générer des alertes précoces au sein des communautés. Et là, comment ça va prendre en compte les besoins spécifiques? Parce qu'aujourd'hui au Sénégal, on a le ministère de la Santé qui produit des bulletins, je pense, des bulletins hebdomadaires, donc sur la santé humaine. Il y a aussi le ministère de l'Environnement, donc les eaux et forêts également, qui produisent des bulletins hebdomadaires sur la santé végétale. Mais on n'a pas aujourd'hui un système qui permette un échange de données entre ces structures. Et aujourd'hui, il serait important, intéressant d'avoir un système, bien sûr, qui crée l'interconnexion et le partage de données entre ces structures. Parce que finalement, je pense que la crise de la COVID-19 nous a bien détaillé sur ça. C'est que les études scientifiques, les recherches ont montré carrément que le virus venait du pangolin. Et il y a de fortes chances également que le pangolin l'ait attrapé de la végétation, en quelque sorte. Donc, ce projet a vraiment ce but d'interconnecter ces trois segments. Le segment végétal, le segment animal et le segment humain. Et derrière, avec les systèmes algorithmiques d'intelligence artificielle qui sont derrière, nous pourrons générer des alertes précoces au sein des communautés pour leur dire, attention, nous avons détecté telle maladie, tel virus. Donc, il y a de fortes chances que ces virus-là se répandent dans la population. Donc, il faut faire attention à ceci, il faut faire attention à cela. Et là, donc, c'est sur les besoins spécifiques du Sénégal parce qu'on a détecté cette problématique-là et on est en train de mettre en œuvre ce projet de recherche pour répondre à cette problématique. Et ça va aussi permettre de répondre à la problématique sur la résilience du système de santé. Parce que finalement, connecter ces trois segments-là pour qu'ils puissent échanger, pour qu'ils puissent partager des données. Donc, s'il y a une alerte au niveau du segment de la santé végétale, qu'on puisse directement générer une alerte au niveau de la santé animale et par ricochet aussi générer des alertes au niveau de la santé humaine. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est vraiment très, très intéressant, mais également qui pourrait beaucoup aider
à la résilience du système de santé. Et ensuite, je vais finir sur le leadership des jeunes au sein de ce projet-là, donc dans un cadre général, mais surtout au sein de ce projet-là. Encore une fois, faisant usage à l'IA pour répondre à des problématiques spécifiques dans la santé. Et la plupart des aspects de développement de ce projet-là est porté par des jeunes. Donc moi, j'en suis un exemple, je suis encore une fois le coordonnateur du département IA de ce projet-là. Et il y a d'autres jeunes également qui s'embarquent vraiment en première ligne sur tous les aspects du développement et de la recherche au niveau de ce projet. Donc c'est juste pour dire qu'aujourd'hui au Sénégal, on a vraiment des exemples de cadres et d'écosystèmes de recherche-développement et d'usage des nouvelles technologies pour répondre à des problématiques en santé, mais également qui rentrent dans une optique également d'apporter des solutions face au changement climatique. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que le projet, aujourd'hui, on le développe au Sénégal, dans une optique de recherche-développement, mais ça peut être appliqué un peu partout en Afrique. Et nous avons noué, bien sûr, au niveau national, avec une collaboration avec le ministère de la Santé et avec d'autres structures, telles que le ministère de l'Environnement aussi. Mais aussi, nous avons noué de belles collaborations avec des structures continentales, donc un peu partout en Afrique aussi. Et il y a aussi avec d'autres structures qui sont hors Afrique, telles que certaines qui sont au Canada, etc. Donc, c'était juste pour donner quelques exemples, mais également me permettre de répondre aux questions et aux problématiques qui sont posées sur la résilience du système de santé, sur également l'intervention des jeunes et de leur leadership pour mettre en place des solutions d'intelligence artificielle collective qui répondent à des problématiques en santé et au niveau du réchauffement climatique, mais aussi et surtout sur l'adaptation de ces solutions-là, parce que ça, c'est important et c'est par là que je vais en finir. Je pense que lorsqu'on développe des solutions, que ce soit des solutions appliquées à la santé ou au réchauffement climatique, il faut bien prendre le temps pour voir comment l'adapter aux besoins locaux. Donc, si je donne un exemple aujourd'hui, par exemple, une solution qui a été développée aux États-Unis pour prendre en charge des problématiques ou des problèmes au niveau du réchauffement climatique aux États-Unis, cette solution-là ne serait pas forcément portable au Sénégal ou ailleurs en Afrique. Donc, il faut carrément bien l'adapter pour les besoins locaux, pour que les gens puissent s'en servir. Merci beaucoup, M. Ndiaïdia. Il y avait un spécialiste qui voulait prendre la parole rapidement, monsieur. Je vous accorde 2 minutes, s'il vous plaît. Merci pour la parole. Bonsoir à tout le monde. Donc, je voudrais amener une contribution par rapport tout à l'heure à la réaction du docteur, par rapport à la qualité de l'air. Je me présente, moi je m'appelle Salomon Koli, de formation ingénieur en télécommunication, travaillant comme agent technique au niveau du centre de gestion de la qualité de l'air. Par rapport tout à l'heure à la question concernant la qualité de l'air, donc je voudrais apporter comme précision pour dire que nous, au niveau du centre, nous faisons la veille et la surveillance de la qualité de l'air. Et chaque jour, nous sortons ce qu'on appelle donc un indice de la qualité de l'air qui renseigne sur l'état. Et chaque 3 mois, nous sortons des bulletins que nous envoyons au niveau de la direction, des bulletins trimestriels, semestriels comme annuels. Comment ça se fait? Donc, nous avons des stations déployées dans les différentes zones ici à Dakar. Mais bon, pour le moment, comme elle l'a dit, notre zone d'intervention, c'est tout simplement dans la région de Dakar, mais il y a un projet qui va nous permettre de nous déployer à l'intérieur du pays. Donc nous avons des stations qui nous permettent de faire des mesures sur la qualité de l'air. Et les polluants qui nous permettent de caractériser la qualité de l'air sont les PM2,5, les PM10. Tout à l'heure, on a eu à voir dans une des présentations, donc comme polluants qui caractérisent la qualité de l'air, donc on les suit. Et ensuite, il y a les polluants comme les monoxydes de carbone, les CO, dioxyde de carbone, dioxyde d'azote, du moins le SO2 et les dioxydes d'azote, NO2. Donc nous suivons en même temps l'ozone, l'O3 et le CO. Donc ce sont les polluants que nous suivons et qui nous permettent de caractériser la qualité de l'air. Donc chaque jour, on les mesure à travers nos stations et nous, sur la base de calcul, donc on détermine l'indice
que présente la région et nous le partageons. Maintenant, comme elle l'a dit, pendant les périodes de février, mars, fin janvier, février, mars, jusqu'au début du mois d'avril, donc il y a ce qu'on appelle les pics de pollution ici à Dakar, donc qui sont caractérisés par la poussière désertique, donc qui nous viennent du Sahara et qui impactent fortement la qualité de l'air à Dakar. Donc il y avait un grand projet qu'on avait appelé la Grande Muraille Verte, qu'on avait mis en place. Et donc du coup, on a commencé, mais on ne l'a pas terminé, parce que c'était en collaboration avec le Sénégal et les autres pays de la sous-région. Mais bon, avec les impacts de la sécurité dans la sous-région, donc on a commencé le projet, mais le projet n'a pas abouti. Merci. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup pour votre intervention, très généreux de votre part. Malheureusement, nous sommes arrivés presque au terme de notre dernière intervention et j'aimerais interpeller Paul parce que beaucoup de questions sur le leadership des jeunes sont sorties. Paul. Thank you very much. Thank you to all the speakers as well. It made my job easier. I can just focus on one or two key points. One of the questions that was asked at the beginning is, could you suggest some specific small steps that we can take, as opposed to just larger strategies? And in my earlier comments, I mentioned about the three key aspects, which was learn as much new knowledge as you can, intersectoral, multidisciplinary, act, learn, act, and make sure there's advocacy, you're communicating. I would add a couple more points, and I'll give you an example. The first one related to that is having the right attitude. And I mentioned that I've been coming to this forum for the last 7 years. And one of the volunteers had a wonderful attitude. He was bilingual, not just with me, but with everyone. Positive, communicated with everyone. And the volunteers were all wearing the blue shirts, blue clothes. They always do an amazing job. And 6 years later, we were talking about his internship and the capacity building work that Empower School of Health does, our organization does, we were moving into the technology area of digital learning. And he's now joined us as one of our team members. And he's based out of here. He's working on international projects, on WHO projects, multi-country projects. And all he had was the right attitude. Not just with me, with everyone. Another key aspect is belief. You have faith, you believe that you will achieve it. And one of our activities involves bringing people from the developing world and taking them to Geneva, where we have one of our offices, and introducing them to WHO, Global Fund, UNICEF, UNDP. We go to all the global health leaders and in their offices, and we talk to them. We organize meetings with them. So they give a lecture and then you engage with them. And what was fantastic, by the time, it's a one-week program, by the time we were done, many of the people responded by saying, the participants, these are my brothers and sisters who are working here. I see people from Africa, from Asia, from Latin America, from Europe. If they can do it, I can do it. I can be there. And so that once they realize that people just like themselves with more experience, more age are there, why not them as well? So knowing how it's done, and then
having that faith and belief that you can do it. And to the gentleman from Nigeria who talked about innovation and youth, especially in the US and in Silicon Valley, the most valuable people that are hired by tech companies are between the ages of 18 and 22, while they're still studying or they have dropped out of college to join these companies. Because that's where they have fantastic energy, they have creativity, they have innovation, they are ready to learn anything and will apply it. A techie who's 24 years old is thinking he or she is getting over the hill. So where you all are sitting today with access to all the knowledge and information, it's that mix of drive, innovation, creativity. You are at that right space. And when we look back, and I believe Suzanne had mentioned that the time for youth is now. We would be where we are sitting, and when we look back to how we grew up, where we grew up, and where you are today, it is an incredible opportunity for all of you all to take on from a youth point of view. And on that innovation, just to give you a sense how often people with more experience, whom you all look up to, can be blindsided. In the early 1900s, the US Patent Office made a statement saying that anything and everything that could be discovered has already been discovered. There is no need to continue this office. That's almost 100 years ago. So where you are, again, just to mention, bring the right attitude, have the faith, and keep innovating. Thank you very much. Standing ovation pour nos panélistes, mesdames, mesdames. Tout le monde debout pour nous remercier. Dr Kodou Badiane, Dr Islar Paul Lalvani, Dr Suzanne, on les remercie encore une fois de plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va prendre une dernière photo de famille. Merci beaucoup. Encore sous vos applaudissements. Alors, nous allons passer à la dernière étape de cette très belle journée. J'appelle Mandiaye à me rejoindre.